Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture de La poupée sanglante de Gaston Leroux. Alors, pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter pour faire vos commentaires, poser vos questions ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends ma lecture au début du chapitre 13 et je vous souhaite une excellente soirée. Monsieur Duhem, à la fin de son ouvrage sur la viscosité, le frottement et les faux équilibres chimiques n'a rien écrit de plus fort. Et nous nous trouvons en face de l'hypothèse d'Helmholtz réalisée, l'hypothèse d'une restauration possible de l'énergie utilisable dans les êtres vivants, c'est-à-dire la mort vaincue. Toujours le mouvement perpétuel. Ainsi, c'est la même pensée qui les anime. Le vieil horloger et le jeune prosecteur, le premier au point de vue mécanique, le second au point de vue physiologique. Ah, certes, oui, la vie des cerveaux doit être intense. Derrière ce mur, ce long mur, duquel je me promène en attendant Christine, et qui sépare les deux drames étranges dont je n'ai pas encore la clé. En attendant, j'ai celle de la petite porte qui donne sur le jardin des Coulterets, dans lequel je me trouve en ce moment. Le marquis n'a fait aucune difficulté pour me donner cette clé, paraît-il, car je n'étais pas là quand elle le lui a demandé. Il me l'a remise à moi, le plus naturellement du monde. Comme cela, vous viendrez quand vous voudrez, vous êtes chez vous. Ceci se passait hier. Je dois remettre la clé à Christine aujourd'hui. Mais il est 5 heures du soir et elle n'est pas encore arrivée. Depuis quelques jours, elle se fait plus rare et j'imagine que Gabriel doit réclamer ses soins. La santé de ce cher mystérieux garçon doit être meilleure, si j'en crois les belles couleurs de Christine. L'intervention chirurgicale l'aura définitivement sauvé. Et je ne désespère pas de la revoir se promener dans le petit enclos des Norbert, au bras de sa belle infirmière. Chose inouïe, il me semble maintenant que je vais haïr Christine. Et savez-vous pourquoi? Ô mystère du cœur humain, comme dit l'autre, parce qu'elle trompe pour se bellâtre un Jacques Cotentin. Maintenant que j'ai pénétré un peu dans ce cerveau-là, oui, Christine ne m'apparaît plus que comme une poupée haïssable, méprisable, odieuse. Si elle ne l'aime pas, elle n'avait qu'à ne rien lui promettre. Ou si elle ne l'aime plus, elle n'a qu'à le lui dire. Mais tromper un homme pareil, attention, la voilà. Quelle jeunesse, comment Gabriel ne guérirait-il pas avec ce sourire à son chevet? Cette belle main tirerait un mort du tombeau? À propos de mort et de tombeau, je n'ai toujours pas revu la marquise, et par conséquent, je n'ai pas eu à me préoccuper des prétextes plausibles pour ne point lui rendre toutes ces vieilles petites histoires de broucolaque que j'ai continué à feuilleter du reste et qui ont fini par me rebuter par leur stupidité. Christine l'aurait vue. Elle. Où, quand, comment, j'en sais rien. Elle m'a dit que la marquise était redevenue languissante et que Saïd Khan la voyait presque tous les jours. Vous êtes bien en retard, fis-je à Christine en la regardant bien dans les yeux. Pourquoi me regardez-vous toujours ainsi? Me répondit-elle en accentuant son sourire. On dirait que vous avez toujours quelque chose à me reprocher. Et je n'ai pas autre chose à vous reprocher que votre absence. N'est-ce rien que cela? Monsieur est galant, laisse-t-elle tomber en me regardant d'un air un peu narquois, par-dessus son épaule et tout en se dirigeant vers la bibliothèque. J'avais rougi jusqu'à la racine des cheveux. Voilà où j'en suis, moi, Bénédicte Masson, à de pareilles fadeurs. Penses-tu que cela prenne Adonis? Quand nous fûmes dans la bibliothèque et que je lui eus donné la clé du jardin, elle me dit « Nous sommes maintenant tout à fait chez nous ici. Nous arrivons par le jardin, nous partons quand nous voulons.
Nous n'avons pas affaire au noble vieillard costumé en Suisse. Nous n'avons plus à traverser tout l'hôtel sous les regards inquisiteurs de Sangor et parmi les rebondissements de Ouistiti de Stinsing. Parlez pour nous, fis-je. Moi, je n'ai pas de clé. J'en aurais fait faire une demain pour vous. C'est entendu avec le marquis. Il tient à ce que nous soyons chez nous, à ce que nous ne soyons dérangés par personne. Ah oui? Il tient si bien à cela, fit-elle en se dirigeant vers la porte qui donnait de la bibliothèque sur le petit vestibule, que cette porte est fermée, condamnée. Il n'y a plus que lui qui puisse pénétrer ici. Vraiment? Fis-je un peu étonné. Voilà bien des précautions. Il ne veut pas que la marquise vienne vous ennuyer. Oh, j'ai compris. J'aurais dû me réjouir de cet isolement dans lequel on nous laissait désormais. Christine et moi. Cependant, les circonstances assez obscures dans lesquelles l'événement se produisait, et la pensée de cet autre isolé qui agonisait là-haut, épuisé par une folle imagination, me causèrent une sorte de malaise que je n'aurais su définir, mais que l'on éprouve généralement à la vieille, de quelque malheur dont on a le vague pressentiment. De fait, un bien singulier et même tragique incident vint quelques minutes plus tard nous bouleverser, Christine et moi, à un point que je ne saurais dire. Nous avions commencé à de travailler, une fenêtre ouverte sur le jardin, quand tout à coup nous fûmes surpris par un grand cri de douleur qui emplit tout l'hôtel. Christine et moi, nous nous étions dressés aussi pâles l'un que l'autre. Nous avions reconnu la voix de la marquise. Et puis ce furent des gémissements, des appels, les cris gutturaux de Sangor, le miaulement de Tsinsing, et par-dessus tout, les ordres brefs répétés rageurs de marquis. « Courez, mais courez donc !» Enfin, dans le vestibule, dans l'escalier, dans tout l'hôtel, un tumulte de galopades et de meubles bousculés, renversés. Je me précipitai sur la porte qui résista. Christine m'appela. « Par le jardin, par le jardin !» Et nous nous jetâmes dans le jardin qui communiquait par une petite allée avec la cour d'honneur dans laquelle nous arrivâmes, haletant. Sur le seuil de la voûte sombre, dont la porte était fermée, se tenait le noble vieillard qui paraissait fort ému et restait là, planté sur ses pieds, comme s'il eût été incapable de faire un mouvement. Aussitôt qu'il nous aperçut, il nous cria « Ne vous mêlez pas de ça. Ne vous mêlez pas de ça. C'est encore madame la marquise qui a une de ces crises. » Mais nous passâmes outre, et gravissant 4 à 4 le perron, nous entrâmes dans l'hôtel. Tout le bruit était maintenant au premier étage. Dirigé par le tumulte, par un grand bruit de portes brisées, défoncées, nous fûmes bientôt dans un corridor qui donnait sur les appartements de la marquise. Une porte gisait là, crevée comme une catapulte, la chambre de la marquise. La malheureuse gémissait, se débattait entre les mains du marquis. Elle avait une toilette de demi-gala en lambeaux. Ses éternelles fourrures gisaient sur le parquet à ses pieds comme un tapis de neige. Et elle était plus blanche que ses fourrures, aussi blanches que la neige. Sing Sing, dont les yeux de jade brûlaient d'un éclat insupportable, aidait le marquis à la maintenir. Dès que sa malheureuse nous aperçut, elle jeta un grand cri où elle mettait je ne sais quel espoir. « Cette fois-ci, c'est au bras, » nous cria-t-elle. « Tenez !» Et elle leva son bras et nous vîmes non loin de l'épaule une petite blessure qui laissait couler abondamment un sang vermeil. « Ah, vous étiez ici, fit le marquis. » Paroles qui me frappèrent. Il ne nous croyait donc pas dans l'hôtel ? Tant mieux, vous allez m'aider à la calmer. Ce n'est rien du tout, moins que rien. Elle s'est fait une petite blessure. Je parie qu'elle s'est piquée au rosier. Et voilà dans quel état nous la trouvons. Pendant qu'il parlait ainsi, la marquise ne cessait de répéter dans une espèce de hoquet. « Ne me quittez pas. Surtout ne me quittez pas. » Là-dessus, Sangor accourut. Il parut aussi surpris que son maître de nous trouver là. Il avait à la main un flacon sur l'étiquette duquel je lus « citrate de soude ». Le marquis, aussitôt qu'il vit le flacon, cria à Sangor « Imbécile ! Ce n'est pas ce flacon-là. Je t'ai demandé le chlorure de calcium. » Sangor s'inclina, s'en alla et revint presque aussitôt avec le chlorure de calcium demandé. Le sang qui coulait de la petite plaie s'arrêta bientôt sous l'action du chlorure.
Le marquis prodiguait ses soins à sa femme avec une grande douceur et des paroles d'encouragement tandis qu'elle se pâmait. Je regardais la blessure, elle n'était pas plus grande qu'une grosse piqûre d'aiguille. Sur ces entrefaites, le docteur hindou se présenta. Le marquis lui dit « Elle s'est blessée au bras et naturellement une nouvelle crise. » Sur quoi Sahib Khan nous pria de le laisser seul avec sa malade. Celle-ci rouvrit les yeux et nous regarda d'un air tellement suppliant que j'en eus le cœur malade. Cependant, sous le regard de Sahib Khan, et aussi sous celui du marquis, elle n'eut pas la force de prononcer une parole. Ses lèvres tremblantes ne laissèrent passer qu'un faible gémissement. Il fallut la quitter. Le marquis nous faisait déjà signe. Nous sortîmes de la chambre. Sangor et Sing Sing marchaient derrière nous. Le marquis nous montra la porte brisée. « Vous voyez, nous expliqua-t-il, j'ai dû renforcer la porte. Nous ne pouvons pas la laisser seule pendant ces crises. Elle se tuerait, se jetterait sur la fenêtre, se ferait éclater le front sur les murs. » « Comment cela est-il arrivé ?» demanda Christine. Quant à moi, je ne demandais rien. J'étais affreusement troublée et je n'osais à peine regarder le marquis, tant j'avais peur qu'il n'eût pu lire dans ma pensée, dans ma très hésitante mais effroyable inquiète pensée. Il nous conduisait dans un petit salon qui était réservé à la marquise, au rez-de-chaussée, et dont la fenêtre était encore ouverte sur le jardin. Contre cette fenêtre grimpait un rosier. Elle respirait l'air du soir à cette fenêtre, nous expliqua-t-il. Moi, je ne l'ai point vue. Mais Sing Sing, qui sortait du garage, l'aperçut au moment où elle jetait son cri de la crise. Et aussitôt, dans une clameur désespérée, que je ne lui avais pas entendue depuis longtemps, elle courait au premier étage, s'enfermer dans sa chambre. Moi, j'étais dans mon bureau quand tout ce tumulte éclata. Je n'avais pas besoin d'explication. Je savais déjà de quoi il était encore question. Nous courions déjà tous derrière elle. Il fallut forcer sa porte. Vous en savez maintenant autant que moi, ajouta-t-il en tournant de mon côté, puisque personne n'ignore plus que rien mon malheur. Christine et moi, nous regagnâmes notre bibliothèque. Elle, très attristée, moi de plus en plus agitée. « Que vous semble de tout ceci ?» me demanda-t-elle. Je lui dis « Christine, quand nous sommes entrés dans la chambre, avez-vous remarqué la figure du marquis ?»« Non, je ne regardais que la marquise. »« Eh bien moi, j'ai regardé le marquis. Il n'était pas beau à voir, vous savez. Ses yeux sanguignolants paraissaient prêts à jaillir de ses orbites comme deux billets de rubis. Sa bouche s'ouvrait sur une dentition ardente, féroce, et toute sa figure ressemblait à un de ces masques japonais fabriqués pour terrifier l'ennemi. Je n'ai jamais rien vu de comparable à cette vision, si ce n'est l'air férocement joyeux du buste du marquis de Gonzague, que l'on cache soigneusement à Mantoue au rez-de-chaussée du musée Patriot, dans une petite salle de débarras, recevant le jour par la place Dante. Ce marquis-là avait cet air, paraît-il. La veille de Fornu, le jour où il paya 10 ducats la première tête française occupée par Sestardio, et il baisa sur la bouche l'homme qui le lui apportait. Ce n'était pas un vampire, mais c'était tout de même un buveur de sang à sa manière. « Précisez votre pensée, me fit Christine d'une voix sourde. Croyez-vous que nous ayons réellement surpris notre marquis à nous, la veille de Fornoux? Ce serait tellement formidable que, justement, je n'ose préciser ma pensée. Il n'y avait peut-être là qu'une apparence, m'empressai-je d'ajouter. En tout cas, murmura-t-elle, si la veille de Fornoux, Gonzague croyait se repaître de notre sang, son attente a été bien déçue le lendemain. Oui, quelqu'un est venu qui a troublé la fête. Mon impression également, acquiesça-t-elle, est que nous avons dérangé tous ces gens-là. Mais en supposant les choses naturelles, il ne faut pas nous étonner que le marquis ait été désagréablement surpris par notre arrivée. Et si c'était vrai, fis-je? Quoi, si c'était vrai? Quoi, si c'était vrai? Répéta-t-elle. Oui, laissons-nous tous les autres histoires de côté. Il n'a pas besoin d'avoir vécu 200 ans pour avoir des instincts de bête fauve. Alors vous croyez... Vous pouvez croire... Écoutez, Christine, vous rappelez-vous que Sangor, lorsqu'il est arrivé la première fois dans la chambre, a porté un flacon?
Oui, un flacon contenant du citrate de soude, il me semble. C'est bien cela. Et le marquis lui a dit de le reporter et de revenir avec du chlorure de calcium. Parfait. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le chlorure de calcium, Christine? Pouvez-vous me le dire? Eh bien, il a arrêté le sang. C'est cela même. Mais vous savez, Christine, ce que l'on a fait avec le citrate de soude? Non. Eh bien, avec le citrate de soude, on le fait couler. Elle me regarda comme si je devenais fou à mon tour. On le fait couler? Répéta-t-elle. Oui, en ce sens qu'on le laisse couler, en empêchant de se former le caillot de sang qui fermerait la blessure. Frottez la blessure ou la piqûre avec du citrate de soude, et la veine continuera à se vider de son sang comme l'eau coule d'un robinet. Enfin, ce n'est pas tout. Une bouche qui aspirerait ce sang et qui serait frottée de citrate de soude n'aurait pas à redouter la coagulation avec laquelle il faut toujours compter. Mais c'est effrayant ce que vous me dites là. Où avez-vous appris tout cela? Mais dans les livres de la médecine la plus sommaire. Vous n'avez donc pas chez vous le Labos illustré? Le Labos illustré? Quand on est relieur, Christine, et qu'on ne s'intéresse pas seulement à la reliure, on finit par apprendre bien des petites choses. Elle me regarda toujours, et je vis bien que maintenant elle était au moins aussi agitée que moi. Elle me répéta encore. Mais c'est effrayant, la science à l'usage du vampirisme. De nos jours, fis-je en matière de conclusion, le vampirisme, si vampirisme il y a, ne peut être que scientifique. Nous nous surprîmes à regarder les 4 portraits de 4 coulterets qui, là-haut, sur le mur, nous souriaient d'une façon si énigmatique et si troublante. Très troublante. Dans le jour qui tombait, ne laissant au contour des choses qu'une ligne indécise, une sorte d'effacement de pastel. C'est vrai qu'ils se ressemblent tout à fait étrangement, très étrangement, dit-elle. Et si c'est le même, repris-je en essayant d'en mettre dans le ton dont je dis cela un peu d'ironie et de désinvolture. Il a le temps de perfectionner sa méthode. Mais nous cessâmes bientôt de plaisanter, car il y avait encore des gémissements là-haut. Et comme ces gémissements se prolongeaient, nous ne pûmes nous empêcher de frissonner. Tout de même, fis-je, il serait bon de savoir comment cette blessure est arrivée. Après tout, le marquis peut nous raconter tout ce qu'il veut. Chapitre 14. Veillée. Il était tard, maintenant. L'heure du dîner était passée depuis longtemps. Nous ne nous décidions point à quitter ces lieux habités par une si mystérieuse douleur. On devait nous croire partis. Notre dessein n'était point de nous dissimuler. Cela eût été indigne de nous. Mais en de telles circonstances, on pouvait peut-être avoir besoin de notre secours. En tout cas, c'est ce que nous pouvions répondre à qui s'étonnerait de nous trouver encore là. De notre cabinet de travail, nous avions allumé la petite lampe électrique portative dont la lueur dessinait un carré clair dans la nuit du jardin. Un grand silence s'était fait soudain dans l'hôtel, silence qui nous pesait, peut-être encore plus que le gémissement lugubre et monotone qui nous tenait dans une angoisse si aiguë tout à l'heure. Une demi-heure se passa ainsi. Nous travaillions vaguement à je ne sais quoi, livrés, Christine et moi, à des pensées que nous n'osions sans doute pas nous communiquer. Enfin, je lui demandai « Et vous, Christine, le marquis vous laisse-t-il tranquille maintenant ?» Elle fut surprise par ce « Et vous ?» Comment? Et moi? Pourquoi et moi? Fit-elle assez émue. Croyez-vous qu'il y ait eu un rapprochement quelconque à faire entre les imaginations de là-haut et ce qui s'est passé ici? Enfin, il ne l'a pas renouvelé sa tentative. Elle sembla hésiter une seconde et puis... Non, je me suis arrangée pour cela. Au fait, je dois constater que le marquis s'est toujours montré devant moi d'une correction parfaite à votre égard. On dirait qu'il n'ose pas vous regarder, même quand il vous parle. Sans doute est-il un peu honteux, expliqua-t-elle avec simplicité, de s'être laissé aller à ce que nous pouvons appeler la violence de son tempérament. C'est vrai que dans ces moments-là, il n'était pas beau à voir. On aurait su dire s'il voulait embrasser ou me mordre. Ou vous mordre? Répétai-je en la regardant. Oh, mais attention, fit-elle en me souriant, c'est une façon de parler. Je ne crois pas aux vampires, moi. Mais tout de même, il m'a fait peur.
C'est extraordinaire que vous soyez restée ici, Christine. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, monsieur Bénédicte Masson ?» Elle me jeta cette réplique comme si je l'avais outragée. Ce fut elle qui rompit le silence pénible qui avait suivi. « Dites-moi, mon ami, c'est vrai que vous avez une charmante maison de campagne ?» Je m'attendais si peu à cette question que j'en fus bouleversée. « Pourquoi me demandez-vous cela ?» Mais qu'est-ce qui vous trouble ainsi? Ma question n'a rien de très naturel. Pourquoi me parlez-vous de ma maison de campagne? Mon Dieu, si j'avais su, vous voilà tout pâle. C'est le marquis qui m'a dit « Monsieur Bénédicte Masson a une charmante maison de campagne et je m'étonne qu'il ne vous y ait pas encore invité. » Comment sait-il que j'ai une charmante maison de campagne? Christine! Christine! Ma maison de campagne n'est pas charmante, c'est la plus triste. La plus mélancolique demeure que l'on puisse rencontrer entre la lisière d'un bois et d'un étang noir. Limoneux aux œufs de plomb. Christine, je ne vous y inviterai jamais. Et n'y venez jamais. Elle était de plus en plus stupéfaite. Quel drôle de garçon vous faites, finit-elle par dire. Si je m'attendais à cette véhémence. Bien, bien, mon ami, je n'insiste pas. Le marquis ne vous a pas dit comment il savait? Mais si, il a eu un moment l'intention d'acheter d'immenses terrains du côté de Corbières-les-Eaux. C'est bien par là, n'est-ce pas? Oui, moi je suis sur l'étang, tout au bord de l'étang noir. J'étais tellement agitée que j'allais à la fenêtre que j'ouvris, j'avais besoin de respirer. J'essayais de reprendre mon calme, je m'en voulais mortellement de n'avoir pas su me contenir. À ce moment, dans le carré de lumière qui s'allongeait devant moi, sur la pelouse, une forme blanche glissa, légère et silencieuse comme un fantôme. Je n'eus que le temps de me précipiter à la porte qui était restée ouverte sur le jardin pour recevoir dans les bras cette pauvre chose agonisante et qui déjà ne pesait pas plus qu'une ombre. Son souffle expirait sur ses lèvres exsangues. L'ovale de son visage s'était allongé en une ligne plus idéale encore. La mort semblait déjà fixer cette fragile image pour l'éternité, et la lueur qui était au fond, de ses orbites creuses comme deux abîmes, n'appartenait plus au feu de ce monde. C'est en regardant des choses que nous ne pouvions pas voir, nous autres, qui n'étions point comme elle sur la frontière du néant, qu'elle nous dit à tous deux, car Christine, elle aussi, s'était perpétuée, précipitée. « Eh bien, êtes-vous convaincu cette fois? Ils ne m'ont laissé que l'âme. » Nous la déposâmes dans un fauteuil avec d'infinies précautions. Sa tête renversée sur le dossier était belle comme un marbre sur une tombe. Elle semblait considérer une dernière fois, et cette fois sans épouvante, car elle espérait lui échapper en franchissant les portes de la mort, le monstre en 4 images qui, du haut du mur, lui adressait sans se lasser, sans redoutable sourire. « Vous avez vu aujourd'hui, fit-elle avec effort, sa 5e figure au moment où il va boire ma vie. Dites-moi s'il ne vous a pas épouvanté. Et maintenant, il est parti. Il est parti avec tout mon sang. Et je vais mourir, car je n'ai plus peur de la mort. Oui, je me suis rendue avec Sangor, qui fait tout ce que l'on veut, pourvu que ce ne soit pas défendu par sa religion. Quand je serai morte, il viendra dans ma tombe me couper la tête, et ainsi il n'y aura pas de danger que je revienne comme le monstre boire le sang des vivants. Les vivants peuvent être tranquilles, bien tranquilles, c'est un fait. C'est la seule manière qu'il a de me sauver de la vie et de la mort. Oh, je suis bien heureuse, je suis sûre de Sangor. Il me coupera la tête comme c'est ordonné dans le livre contre la résurrection. Monsieur Bénédicte Masson, vous avez lu mes livres. Alors, vous savez bien qu'il faudra qu'on me coupe la tête. Je suis sûre de Sangor, je lui ai donné un collier de perles magnifiques. Elle prononçait ces bouts de phrases comme si elle allait mourir après chaque mot. Et moi, j'aurais bien voulu lui poser une question pendant qu'il en était encore temps. Je profitais d'un moment où elle se tut, la tête renversée, les paupières lourdes, la gorge tendue comme si elle s'offrait déjà au couteau de Sangor. Je dis, le marquis nous a conté que vous preniez l'air à la fenêtre du boudoir et que vous veniez de vous piquer le bras aux épines de rosier qui montent contre le mur, et que c'est alors que vous avez poussé le grand cri.
Les paupières se relevèrent pour laisser passer une petite flamme qui, presque aussitôt, s'éteignit entre les cils rapprochés. Je ne me suis point piqué au rosier. On ne crie point à la mort quand on ne se pique à un rosier. J'ai crié quand il m'a mordu. Il était avec vous dans le couloir? Mais non. Alors, il était dans le jardin? Mais non, je ne sais pas où il était. Comment il n'est-il pas avec vous et il vous a mordu? Certes, il mord comme il veut, quand il veut. C'est en vain que je m'entoure de fourrure. Mais enfin, il ne meurt pas à la distance. Si. Il n'y a plus rien à dire, l'affaire était jugée. Nous étions là tous les soirs, accablés de toutes les idées différentes quand Sangor parut. Il emporta dans ses bras puissants la malheureuse, dont la tête roula sur son épaule, sa tête que je voyais être détachée du tronc, dans un rêve d'horreur et de folie. Du reste, tout ne m'apparaît plus que sous ces affreuses couleurs. Et il n'est pas jusqu'au regard de Christine que je ne trouve un peu trouble quand, restée seule, je lui demande encore. Chose singulière, c'est la première fois que je ne lui entends pas dire en parlant de la marquise. Elle est folle. Chapitre 15. La catastrophe. 30 juin. C'est fini, tout est fini, et c'est bien de ma faute. Comme on dit dans les romans populaires, j'en pleurerai longtemps de larmes de sang. J'ai perdu Christine et me voilà exilée à nouveau dans une petite maison sinistre de campagne de Corbière, auprès de l'étang aux œufs de plomb. Corbière, Corbillard, je passe mes jours à mener le deuil de mes dernières illusions et mon folle de l'amour. Cette dernière phrase insipide me soulève le cœur. Illusion, folle amour. Est-ce avec cette eau rose avec qui je vais pouvoir écrire ce qui est arrivé? J'étais devenue comme une bête ensorcelée autour de Christine. Il faut dire que depuis 8 jours, nous étions seuls dans l'hôtel. Le marquis avait empêché la marquise expirante à son vieux château de Coulteret, sans doute pour qu'elle fût plus près de son tombeau qu'il y attendait. Toute la domesticité avait suivi, seule avec Christine. C'est un savoir. Après un dîner dans le jardin où nous revenions quelquefois, Christine et moi, sans nous être donné rendez-vous, depuis les dernières années et les dernières scènes auxquelles nous avions assisté, quelque chose d'assez mystérieux semblait nous avoir rapprochés davantage. Du moins, je me l'imaginais, car jamais encore je n'avais vu Christine aussi confiante, ni aussi simple avec moi, ni aussi près de moi. C'est un soir d'une douceur ineffacable, après la grosse chaleur du jour, je n'avais jamais été aussi heureux. C'était un soir d'une douceur ineffable. Après la grosse chaleur du jour, je ne m'étais jamais senti aussi heureux. Nous étions assis l'un près de l'autre, un même attendrissement qui n'était peut-être, hélas, que de l'apaisement chez Christine. Nous tenions silencieux. Ma pensée tournait à la romance. Autour de nous, les murailles grises se fondaient dans le repos. Un chêne solitaire vacillait d'ivresse en se penchant au-dessus de l'abîme. D'obscur de nos cœurs. Ma main se posa sur sa main, geste inconscient, s'il en fut jamais, et sa main tiède resta dans la lumière. Évidemment, quand je pense encore à cette minute précieuse, c'est vers toi que je me retourne, nuit, ténèbres propices, voile sacré, derrière lequel s'oublia ma laideur. De ce que Christine n'avait pas retiré sa main, je concluais volontiers que mon contact ne lui déplairait point. Et cela pouvait donc passer pour la plus grande victoire de ma vie, quand elle me demanda sur le ton de la plus sournoise confidence « Est-elle vraiment folle ?» Qui donc, interrosai-je, assez dépité de constater que dans le moment même, sa pensée était si loin de moi que je ne la rejoignais pas. Mais la marquise, je vous avouerai, fis-je avec un peu d'humour, que je ne pensais plus à cette malheureuse. Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que quoi? N'étions-nous pas d'accord là-dessus? Pouvons-nous
Autre chose pour elle que de la plaindre? Oui, oui, la plaindre, répéta-t-elle avec sa voix de rêve. Elle n'a pas pu résister. Elle résistait à l'ambiance. Que voulez-vous dire? Expliquez-vous, Christine. Mon cher Bénédicte, si je vous dis cette chose à laquelle j'étais cependant résolue à n'attacher aucune importance, c'est à cause d'une certaine coïncidence dont je ne laisse pas d'être assez troublée, je l'avoue. Vous m'intriguez, Christine. Pendant ce temps, sa main était toujours dans la mienne, et cela m'inspirait des pensées telles que je n'avais le plus grand mal à la suivre. Eh bien, moi aussi, j'ai été piquée. Seigneur Dieu, expliquez-vous, Christine, expliquez-vous. Et c'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous retrouve tout de suite pour la suite du roman La poupée sanglante de Gaston Leroux.